Vous retrouvez en cette matinée aujourd'hui. Nous sommes le 25 janvier 2025. Il est 8 h et nous allons, comme d'habitude, vous accompagner jusqu'à 9 h 30. Amel, l'arrivée, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Amel? Ça se passe bien chaudement, hein? C'est entre hier et aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça va mal, hein? De toute façon, tu nous as promis hier, hein, durant la semaine, nous aurons d'autres bonnes nouvelles, n'est-ce pas? D'ici la fin du mois, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors aujourd'hui, Amel, comme chaque samedi, notre ami Ahmed Ghaliga Hassan va nous emmener du côté du XIe siècle. Ah d'accord. Et ben voilà, ça va être un voyage donc, dans le temps que Ahmed Ghaliga Hassan nous proposera pour nous faire découvrir une autre personnalité donc, qui a marqué notre histoire, qui a marqué aussi toute la civilisation musulmane, puisque nous allons parler de Mouaïz ibn Badis, lui à qui on attribue toute la réflexion autour de l'industrie et la fabrique du livre et de la calligraphie. D'accord. Voilà, donc déjà on en pensait, hein, on en pensait même avant Gutenberg, hein, l'invention de l'imprimerie qui était déjà au XIVe siècle. Hein, on a déjà commencé à penser à l'industrie du livre. Et aussi, donc comme chaque samedi, Nabi Kitouni sera parmi nous. Cette fois-ci, il va revenir sur un événement qui a marqué la semaine, qui a marqué le cinéma, puisqu'il y a eu les assises du cinéma qui ont eu lieu donc, cette semaine sous l'égide du président de la République. Donc Nabi Kitouni reviendra sur les recommandations de cette rencontre. Et comme chaque samedi, Amina Ziri sera parmi nous en fin d'émission et donc elle recevra cette matinée des artistes et des artisans, donc encore une fois, pour la promotion du patrimoine. Aussi, page santé, aujourd'hui, nous allons parler de la transplantation cardiaque. Très très important. C'est très important et très délicat. Ah oui, n'est-ce pas? Je pense que c'est à cœur ouvert ou à cœur ouvert, certainement. Certainement. Donc on va en parler. C'est vrai, donc la transplantation cardiaque. Alors comment ça se fait déjà? Quelles sont les personnes qui sont concernées par la transplantation cardiaque? À quel moment il faut le faire et surtout les effets secondaires? Est-ce qu'il y en a et comment? Aussi. Effectivement, la compatibilité, les effets secondaires. Donc est-ce qu'il y en a et comment les gérer? Donc ce sera des questions auxquelles notre invité répondra. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Les chaleurs vont continuer pour aujourd'hui, Amel? Oui. Bon, oui, malheureusement. Allez, comme d'habitude, on va dire c'est le week-end, on va essayer de profiter. Peut-être que demain, Inch'Allah, on aura on verra bien, retour des pluies. On va relativiser, hein? Voilà. On verra. On essaye. Inch'Allah. Allez, ce sera les nouvelles du ciel juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Du soleil partout, Amel? Eh oui, mais il y aura quelques passages nuageux quand même. Ben voilà, quand même. Il sera caché, le C'est pas soleil. aussi routinier que ça. Exactement. Pour aujourd'hui, oui. C'est exceptionnel. Ben voilà, allez. Je vous donne un peu plus de détails, Amel. Merci, Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel restera généralement dégagé, mais à l'ouest. Par contre, sur les côtes centre-est et est, eh bien, on aura des passages nuageux durant cet après-midi. Et sur les hauts plateaux et les régions intérieures, également, on aura des passages nuageux, mais qui peuvent donner quelques pluies par endroit durant l'après-midi. La moitié sud, eh bien, le ciel se montrera localement nuageux sur l'extrême sud, le Sahara central, avec possibilité aussi de quelques pluies par endroit vers le Nord Sahara et les oasis. Ailleurs, rien à signaler. Le ciel restera dégagé à partiellement voilé. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront hors saison par endroit. Le maximum 21 degrés cette fois-ci du côté de Tlemcen, également Oran, Alger, Tizi Ouzou, 19 degrés à Annaba, 18 Guelma, 16 degrés Constantine et Sétif, 15 du côté de Batna et Djelfa, 13 degrés à Al-Bayad, 15 également vers Gardaya, 20 degrés Biskra, 20 degrés à Béchar, 19 à Biskra, 25 Tindouf, 27 à Ilizi, également Taman Rasset, 28 à 29 degrés du côté d'Adrar jusqu'à Ain Salah et Timimoun, 30 degrés à Ain Ghazam et 33 degrés le maximum cette fois-ci à Borj Bedi Mourtar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur les côtes centre et est, agitée sur les côtes ouest avec des vents qui varient entre 20 et 40 km/h sur les côtes centre et est. Les vents sont de secteur sud sur les côtes centre, sud-est sur les côtes est et les vents varient entre 20 et 50 km/h sur les côtes ouest et les vents sont de secteur
sud-ouest. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h06. Et pour plus d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. Et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Petite baisse pour toute petite, hein, franchement. Par rapport à hier. Ouais, de 2 degrés à peu près. Mais ça se sent, hein, ça va. Mais on ressent quand même la chaleur. Hein, oui, ouais. oui. Peut-être d'ailleurs, on aura un flux de sud-ouest, donc on va sentir un peu la chaleur. Voilà. Voilà, donc tu nous donneras un peu plus de détails à partir de midi. Inch'Allah. 19h et demain à partir de 8h. Inch'Allah. Merci beaucoup, Amel. On te retrouve tout à l'heure et on continue. Pause musicale en compagnie de Tiko Bawin. Et cette fois-ci, donc c'est du côté du XIe siècle que nous allons partir en compagnie de notre ami Ahmed Khalid Hassan pour nous faire découvrir donc une autre personnalité. Cette fois-ci, il a choisi pour nous El Mu'taz Ibn Badis et ce sera juste après cela.
Ahmed, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. Sabah al-khair alaikum, naharkoum mbarouk. Ibarak fik. Comment ça va, Ahmed? Ça va, alhamdoulilah, ça va. Belle semaine? Très belle semaine. Donc, beaucoup d'activités? Beaucoup d'activités, donc... Comme d'habitude, ça a repris. Ça a repris. Oui. Généralement, à partir du mois de novembre, décembre, exactement, ça reprend. Donc, on va changer un peu de pli, Inch'Allah, fait Ramadan. Inch'Allah, oui, effectivement. Donc, ça, on va changer de... Mais Inch'Allah, ça a repris. Donc, voilà. Donc, 11e siècle, effectivement. Souvent, on parle dans cette rubrique de manuscrits, on les montre, on parle de sujets, mais en fait... On se pose beaucoup de questions sur le type de calligraphie, exactement. sur l'encre, sur le choix du papier. Non, mais en fait, c'est ça, c'est la production du manuscrit. On va essayer de parler sur ça parce que ça fait partie d'un savoir-faire millénaire. Donc, depuis que les musulmans ont découvert le papier à travers les Chinois, donc c'était en 133 de l'Hégire. Donc, tout de suite après, donc ça s'est répandu dans tout l'espace musulman. Donc, il y a eu plein d'usines, de fabriques de papier, mais il n'y a pas que ça. Donc, quand on prend un manuscrit, donc on est tout de suite, on est subjugué par la qualité de la calligraphie, la couleur des encres, il y a aussi les décorations, il y a les couleurs utilisées dans la décoration, il y a aussi la reliure, donc c'est en cuir. Et tout ça, ça faisait partie d'une chaîne de production parce que c'était la production la fabrique du manuscrit. Et donc, justement, dans la civilisation islamique, et on dit aussi que les premiers relieurs, donc les gens qui faisaient ça à Venise, italienne, ils l'ont pris des musulmans. Donc c'est un transfert de savoir qui est parti. Et on voit maintenant les anciens manuscrits moyenâgeux en Europe, comment ils sont, voilà, la calligraphie, c'est très beau. Mais tout ça a existé bien avant chez les musulmans. Et l'un des rares traités de comment fabriquer la fabrique du livre, il a été apparemment conçu, produit en Afrique du Nord. Donc, on attribue l'œuvre à Al-Mu'izz ibn Badis. Certains disent non, oui, bien qu'il était poète, bien qu'il était ceci, bien qu'il était cela. Donc, il était vraiment, c'était un gouverneur qui a fait la rupture avec les Fatimides d'Égypte. Donc, il a eu beaucoup de soucis avec eux. Il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup de révoltes. Donc, on se dit qu'il n'a pas eu le temps. Donc, d'autres attribuent le travail à son fils Tamim ibn Mu'izz. Et on est bien sûr en plein 11e siècle grégorien, donc de Jésus-Christ, comme on dit, de l'ère commune. D'autres disent non, c'est un livre qui a été offert à Mu'izz ibn Badis, quel que soit, mais on est au 11e siècle, exactement. On est chez les Irides. Les Irides, ils sont de Sanhaja. Sanhaja, c'est l'une des plus grandes tribus d'Afrique du Nord. Et son lieu d'existence, c'était le Maghreb central, c'était l'Algérie. Donc c'est vraiment quelqu'un. D'autant plus que lui-même, son précepteur, c'était Ibn Abi Rijal, qu'on dit Al-Qayrawani, mais que Cheikh Abdelrahman Jilali dit qu'il est né à Tihert. Donc on reste en famille, quoi. Et le livre est très curieux. Donc bon, si on veut retracer un peu, il a été intronisé à l'âge de 8 ans. Donc, le Mu'izz ibn Badis, il est resté roi pendant 47 ans. Donc, dans l'un des siècles les plus mouvementés de l'histoire du Maghreb. Donc, il y a eu même la séparation avec les Bani Hammad. Ils se sont installés à Al-Qal'a. Donc, il a eu beaucoup de révoltes. Mais quand même, il a maintenu les rênes et il a fait beaucoup de production. Et entre autres constructions, donc, il y avait même Dar Sina. C'était une sorte d'usine de chimie, donc on ne sait pas ce qui est, donc Dar al-Kimia apparemment, qui a été créée pendant son règne. Il a fait l'édition de pièces de monnaie, donc c'est quelque chose de très important aussi. Donc c'est quand même, il avait tous les attributs d'un roi, avec un gouvernement entier, avec toutes les caractéristiques d'une dawla à l'époque, bien sûr. Donc là, pour revenir un peu à l'ouvrage, c'est Umdat al-Kuttab, etc., avec les titres rimés. Mais en fait, le nom, c'est Umdat al-Kuttab wa Iddat ou la Uddat Dawi al-Albab. Donc, Umdat al-Kuttab, c'est l'essentiel pour les écrivains. D'habitude, il y a plein de livres comme ça qui ont été produits pour les écrivains, surtout pour ceux qui écrivent pour le roi, mais c'est en général des livres de ce qu'il faut qu'ils savent.
Donc il faut qu'il beaucoup de littérature, beaucoup de poésie, un peu d'astronomie, beaucoup de fiqh, beaucoup de ceci. Donc on leur donne l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Mais là, non. Là, on va parler de la production, de comment produire un manuscrit. C'est très spécifique. C'est très spécifique. Donc ce qui reste, et c'est tellement important que, comme je disais, de ce type d'écriture, il n'y a que moins de 10 titres dans toute la civilisation islamique. On ne connaît pas plus que ça. Et ce qu'on connaît, bien sûr. Pardon? De ce qu'on connaît. De ce qu'on connaît. Voilà. Donc, ce dont on a, dans les biographes en ont parlé, ou là, on a des copies manuscrites. Mais pour ce livre, il y a une vingtaine de copies manuscrites. Donc, les copies se sont attelées à le copier d'une génération à une autre, parce que le livre est très important. Donc, pour noter un peu l'importance du livre. Il a été édité, bien sûr, en Égypte, en Syrie et en Iran, pas encore en Algérie. Avec un appel aux éditeurs. Un appel aux éditeurs, un appel aux gens qui font l'édition critique des manuscrits, c'est très important. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Donc, c'est des chapitres. Chaque chapitre est consacré à un thème très particulier. Le premier, il parle de l'importance de l'écriture, de l'khat. Noun wal qalami. Donc il va bien sûr, il revient sur tous les textes fondateurs, donc en islam, le Coran, la Sunna, où on parle de khat, on parle de l'écriture, on parle de qalam, on parle Et puis on passe tout de suite au type de qalam. Il n'y a pas de traduction pour qalam. Tu sais, j'ai cherché. Donc c'est pas une plume, c'est vraiment. C'est pas crayon, c'est pas crayon. Voilà, voilà, c'est ça l'aqlam. Enfin, c'est vraiment le matériel du calligraphe. Voilà, exactement. Donc, il y a l'angle de la coupure, il y a l'épaisseur, il y a le type de bois. Il y a là où on met une petite frange comme ça au milieu, parce que quand on trempe, donc il y a plus d'encre qui est absorbée, donc on va avoir plus de temps. Et puis il y a eu quand même par la suite, il y a eu l'invention des premiers stylos avec des cartouches, et c'était justement chez les Fatimides, donc c'était bon, 12e, 13e siècle. Mais ce qu'on trouve dans le livre, c'est que tous ces crayons, donc tous ces qalams, ont un nom. Donc, chacun d'eux, il a un nom, et le nom, ou bien c'est quelque chose qui fait référence à l'inventeur ou la localité ou quelque chose comme ça. Par exemple, le plus large, on l'appelle tomar, qalam tomar, comme ça. Je ne sais pas si ça correspond à celui qui est au milieu, mais je présume que c'est peut-être quelque chose qui lui ressemble. On a qalam riyas. Et puis on a qalam touloutain, les 2/3. Donc, et puis il y a qalam toulout. Et là, il te parle, donc dans le chapitre, il t'explique. Donc quand on prend qalam toulout, par exemple, ça veut dire qu'on va écrire plus rapidement qu'en utilisant, on gagne 3 fois le temps qu'en utilisant tomar, parce que comme le qalam est plus large. Donc il t'explique, il donne des explications. Très technique, hein, très technique, exactement. Et encore plus technique, là c'est l'édition syrienne, je crois, c'est la page de couverture. Et là on dit « Il-mansoub il al-izz ibn Badis ». D'accord. Là c'est notre théorie finalement. Non, parce que on est prudent. Donc là, on voit que le gars qui a édité le livre, il est plus prudent. Parce que l'autre, ils ont dit que... Et par contre, il y a certains qui ont dit qu'il appartenait à Zujjaji ou le Zujjaji, un gars de Bagdad, qui a un autre livre donc, qui commence avec le même titre, Umdat al-Kuttab, mais Zujjaji ou le Zujjaji ou le je ne sais quoi, donc c'est un linguiste. Et le manuscrit Umdat al-Kuttab, il existe, donc c'est pas du tout la même chose. Le contenu est différent, donc il n'y a pas lieu de confondre, faire le... donc quand on va au deuxième chapitre, on passe à l'encre. Là, il décrit les encres. Mais il fait la différence. Donc, il parle de midad, il parle de hibr, il parle de samr. Et pour nous, tout ça, c'est de l'encre. Donc, on ne sait pas trop. Voilà, on sait pas trop. En général, donc il décrit... rappelons que nous sommes au XIe siècle. Exactement. Vraiment, la technologie est quand même assez avancée. Oui, mais c'est magnifique quand il parle des pigments. C'est des pigments naturels. Donc, en général, c'est des fruits qu'il brûle, dont il tire une certaine couleur, puis il laisse macérer, il rajoute je ne sais quoi. Il y a aussi des pigments qui sont construits à la base de minéraux. Donc il va chercher, il va les nommer, zernir, je ne sais quoi, la zawrad, donc il donne et puis les couleurs, quand on veut changer de couleur, quand on veut mélanger les couleurs. Et puis il consacre aussi un chapitre à la fabrique de papier.
Et curieusement, il donne aussi un chapitre, il le consacre aux encres transparentes. Donc, quand on veut envoyer un message secret, donc on envoie tout simplement un papier et l'autre, donc le gars qui reçoit, donc il prend, il soumet le papier à une vapeur de je ne sais quoi, donc il te dit de quelle matière il faut utiliser. Donc ça fait apparaître l'écriture. Et il consacre aussi un chapitre sur la matière à utiliser pour effacer le papier aussi. Quand on veut récupérer un bout de papier, quand on veut effacer l'encre, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme matière? Donc il y a une description. Et fabuleusement, il décrit aussi les encriers. Il déconseille l'utilisation d'encriers carrés ou rectangulaires. Il dit qu'il vaut mieux utiliser les ronds parce que les ronds, il n'y a pas d'encre qui reste dans les coins, qui risque de sécher, qui va influencer sur l'encre qui vient quand on veut renouveler. Et au milieu de l'encrier, il mettait l'iqa. Donc chez nous, donc les gens qui ont dans les écoles coraniques, ils savent que dans l'encrier, on met un bout de laine. De la laine naturelle, parce que ça nous permet de mouiller le qalem dans la laine pour laisser plus de temps. Donc là, c'est tout un chapitre. Donc il y a plusieurs façons de faire cette liqa. Donc il y a des liqa et des liqa. Donc c'est magnifique. Et à la fin, il part de l'avant-dernier chapitre, je crois, c'est le papier, puis c'est la reliure. La reliure, c'est tout un monde. Donc, le type de cuir, les outils qu'ils utilisent, comment serrer. Il consacre aussi un chapitre à la colle. Le type de colle qu'il utilisait, bien sûr, parce que pour coller, il faut aussi coudre les bouts les cahiers. En fait, ils mettent ça en cahier qu'il faut coudre, puis coller. Mais c'est tout un monde, c'est une industrie. Donc, finalement, Ahmed, c'est un livre qui reste d'actualité. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, les calligraphes existent toujours, c'est un art à part entière. On l'apprend même comme matière à part entière dans certaines écoles. La reliure d'art existe toujours. Donc, finalement, c'est un livre qui reste d'actualité. Et c'est de la production de livres bio. Donc, tout ce qu'il utilise, c'est des produits tout naturels. Donc, tout est naturel, il décrit. Donc, et c'est quelque chose de très organique, de très biodégradable qu'on peut utiliser. Même quand on veut restaurer, par exemple, les anciens manuscrits, si on a dans les bibliothèques, quand on veut restaurer. Donc, mais ce qui est extraordinaire, c'est que par exemple, de tous ces savoirs, de tous ces qalams qu'il décrit, nous n'en avons gardé que quelques-uns. Donc, c'est vraiment on mesure aussi la dégradation qui est arrivée dans la civilisation et les ruptures, donc tout ce qu'on a perdu, les pertes exactement. Et là, on est au XIe siècle, donc entre le XIe et le XXIe siècle, 10 siècles, tout ça a disparu. Donc, c'est vraiment, on a perdu beaucoup. Et voilà, c'est l'un des manuscrits. Ce manuscrit, je crois, c'est une copie dans une bibliothèque en Turquie. Donc, il y a à Chicago, je crois, il y a Chester Beatty, il y a donc en Égypte, Iran, c'est un manuscrit un peu plus récent, celui-là? Pardon? C'est un manuscrit un peu plus récent? Oui, c'est une parce copie. Que l'écriture, elle est lisible. Non, comme il est, c'est une calligraphie orientale, donc c'est pas la nôtre. D'accord. La nôtre, même quand il est d'hier, il paraît vieux parce qu'on ne sait pas lire la calligraphie algérienne, la vieille calligraphie. Ça devient compliqué, on croit qu'il est ancien. Non, c'est le type de papier qui détermine. Donc, à un certain moment, la production de papier dans les pays musulmans a été inondée par le papier européen. Et ça a créé un problème. Donc, on en a parlé une fois avec Sen aussi. Donc, il a fallu donner une fatwa. Est-ce que le Qard al-Rumi était autorisé ou pas? Donc, ça, c'était un problème. Donc, voilà, donc un peu... il y a l'encre noire, les différentes couleurs, les nuances. Il y a aussi la décoration, donc l'utilisation de l'encre d'or. Donc, je ne sais pas,
Donc il décrit comment on produit ça aussi. Donc ils utilisent le RSAS, c'est le plomb, donc l'or, le fadda, peut-être le cuivre, etc. Les minéraux, les différents, non, les minéraux chers. Donc pour décorer le manuscrit. Et on voit, quand on voit, par exemple, on a entre les mains un beau manuscrit, donc surtout si c'est un manuscrit qui a été offert à un calife ottoman, par exemple, ou abbasside, ou je ne sais quoi. Donc il est bien décoré, l'écriture elle est soignée, il est corrigé, les mots sont vocalisés, on se dit oh c'est beau. Mais il n'y a pas que c'est beau, c'est quelque chose. Le bonhomme a passé, c'est toute une industrie. Peut-être il y a une dizaine de personnes qui sont reliées pour le relayer. C'était chacun sa spécialité. Exactement, chacun. Donc la décoration, l'écriture, donc tout ça donc c'est toute une industrie, une chaîne de production qui a fait qu'on a ces chefs-d'œuvre actuellement, et on est là choqué quand on voit, enfin choqué, agréablement choqué quand on voit oh c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais quand on voit, donc quand on lit ce type d'écrit, on se dit oh c'est pas aussi simple que ça. C'est pas un gars qui était chez lui, donc qui avait 2 ou 3 encriers, qui s'amusait à rédiger ou à copier un manuscrit. Non, c'est bien plus que ça. Donc c'était toute une industrie. Du coup, on comprend quand on vous dit que, par exemple, dans la ville d'Alger, la Médina, à côté de Jama al-Kibir et le Jama Jdid, donc ce quartier, on appelait ça le Houmat al-Qartasiya. Le Qartasiya, c'est la bureautique. Donc, parce qu'à côté, il y avait plein d'écoles, il y avait la grande mosquée, donc il y avait plein d'étudiants et de ulama. Donc, juste à côté, on avait toutes les boutiques qui leur ramenaient tout ce qu'il leur fallait, donc pour la production de livres, d'écrits, et pour étudier, etc. Alors, là, j'étais en train de penser, Ahmed, nous sommes au XIe siècle, ce n'est que 3 siècles plus tard finalement qu'on parle d'imprimerie, ce n'est que 3 siècles plus tard qu'on parle de Gutenberg. Donc on voit encore une fois l'âge d'or de la civilisation musulmane, n'est-ce pas? Et ça, ils sont arrivés à ça 2 siècles après la découverte du papier, parce que la généralisation d'utilisation de papier, donc c'est le 2e siècle de l'Hégire. Donc les Chinois ont gardé le papier, la production de papier secrète pendant des siècles, 7 siècles, je crois, 6 ou 7 siècles, si ce n'est plus. Mais avec les musulmans, donc on est passé de 133 de l'Hégire, on est à l'an 400 de l'Hégire, et on a tout ça. C'est une explosion. C'est une explosion, exactement. Industrielle. Exactement. Sur le plan fabrication, encore une fois, des manuscrits. Donc, chaque fois quand on verra un manuscrit, donc on doit garder en tête que derrière tout ça, il y a tout ça aussi. On ne verra plus les manuscrits de la même manière façon, maintenant. Exactement. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Ahmed, d'avoir partagé, encore une fois, toutes ces connaissances en notre compagnie. On se retrouve samedi prochain. Inch'Allah, des activités en vue pour cette semaine? Je ne sais pas. Donc, c'est au jour le jour. Au jour le jour. Allez, on te suivra. Donc, à la fin, si tu permets, donc, il y a Si Atman Damerji qui est décédé, c'est un cas de l'enseignement supérieur, donc je me permets de présenter à sa famille toutes mes condoléances. C'est quand même un cas d'un ancien moudjahid. Merci beaucoup Ahmed. Donc bonne semaine, on se retrouve samedi prochain, Inch'Allah. On continue, cette fois-ci c'est de santé, donc nous allons parler de santé. C'est la première journée médico-chirurgicale autour de la maladie du Crohn et c'est Lamia Boudbouda qui s'intéresse à ce sujet dans ce compte rendu. On se retrouve juste après. L'établissement public hospitalier Djilali Balkhanchir d'Elbière accueille sa première journée médico-chirurgicale placée sous le thème des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les MECI, avec un accent particulier sur la maladie de Crohn. Professeurs, spécialistes en médecine interne, gastro-entérologie, pédiatrie, ainsi que le personnel soignant sont réunis pour discuter des avancées thérapeutiques liées à ces pathologies complexes qui touchent de plus en plus d'Algériens. La maladie de Crohn, c'est quoi? C'est une inflammation aiguë, une inflammation du tube digestif. Qu'est-ce qu'on appelle le tube digestif? Depuis la bouche jusqu'à l'anus. Elle peut toucher n'importe quel segment du tube digestif. Voilà. Les causes sont multifactorielles. Il n'y a pas une cause précise. Il y a beaucoup de causes. Le stress, l'alimentation, ce qu'on appelle le microbiote intestinal. C'est les germes qui sont dans le tube digestif. Tout ça est perturbé et peut être responsable de cette maladie. On s'inquiète vraiment. Ces dernières années, on a constaté qu'il y a une incidence qui a augmenté
en flèche. Et c'est pour ça qu'on s'alarme, et c'est pour ça qu'on essaie de donner de l'importance à cette maladie, pour un diagnostic précoce, pour une bonne prise en charge médicale et pour une prise en charge chirurgicale s'il le faut. Au programme, plusieurs communications porteront sur les dernières avancées en matière de traitement, allant des thérapies biologiques aux approches chirurgicales modernes. La maladie de Crohn touche les adultes et les enfants. Professeur Boussofa nous apporte quelques éléments de réponse. Il faut savoir, quand elle se manifeste chez l'enfant, elle va être la source de complications beaucoup plus que celle qui est diagnostiquée chez l'adulte. C'est une maladie qui va se manifester suite à des signes révélateurs qui sont généralement la fièvre, la diarrhée chronique, la perte de poids, la présence de sang dans les selles, ou elle passe inaperçue et elle est diagnostiquée suite à les complications, soit complications intestinales ou généralement la pathologie périanale, c'est-à-dire c'est les fissures, c'est les fistules, c'est les abcès au niveau de la région périanale. Cette première édition se veut une plateforme de sensibilisation et d'amélioration des pratiques médicales dans un contexte où les Miki touchent un nombre croissant de patients en Algérie. Lors de cette rencontre, d'autres thématiques ont été abordées, et notamment le diabète. On sait aujourd'hui qu'un diabétique doit être avant tout pris en charge sur le plan de son hygiène de vie, qui doit être axé sur deux volets. C'est à la fois l'alimentation, qui est un point extrêmement important. On était avant sur ce qu'on appelle un régime méditerranéen, qui est propre à nous, qui est un régime riche en fibres, en végétaux et bien sûr en légumes. Et aujourd'hui, il s'est transformé en un régime dit de la fast-foodisation, c'est-à-dire c'est tout ce qui est des régimes hypercaloriques. Le deuxième volet, qui est aussi important, qui est celui de l'activité physique. Aujourd'hui, les gens sont devenus sédentaires, c'est-à-dire que les gens ne bougent plus. Un événement qui illustre l'importance du dialogue entre spécialistes pour améliorer la prise en charge des maladies chroniques. Des avancées scientifiques et humaines qui laissent entrevoir de nouveaux espoirs pour les patients atteints de Meki. Voilà, c'est donc un compte rendu de notre ami Lamia Boudbouda qui s'est intéressé à cette première journée médico-chirurgicale autour de la maladie du Crohn. La santé, nous allons continuer à en parler, mais cette fois-ci, c'est de la transplantation cardiaque à laquelle nous allons nous intéresser en compagnie de notre invité, le professeur Sami Bouchnafa. Bonjour, bienvenue à vous. Merci à vous, merci pour l'invitation. Marhaba, alors transplantation cardiaque, on en parle, et c'est une chirurgie qui se pratique, j'ai envie de dire, timidement en Algérie. Oui, pas vraiment timidement, mais doucement, mais sûrement. Voilà, c'est une chirurgie qui est assez nouvelle dans le monde entier, par rapport aux autres chirurgies, mais que quand même qu'elle prend de l'essor de plus en plus. C'est une chirurgie qui se vulgarise, qui se démocratise un peu partout en Algérie comme dans le monde entier. Et comme ici en Algérie, on a beaucoup de types de pathologies cardiaques, j'allais dire, acquises. Donc, comme on est un pays encore en voie de développement, on a encore des pathologies qui sont du tiers-monde. Par exemple, le rhumatisme articulaire aigu, qui est responsable de la pathologie la plus courante des pathologies valvulaires cardiaques, dont on fait à chaque fois des remplacements, des chirurgies de réparation des valvulaires et tout. Et on a aussi des pathologies qui viennent de développement de la société, qui sont des chirurgies par rapport au rythme de vie, comme on dit toujours, la pathologie du siècle, la sédentarité, l'obésité, l'hypertension et tout ça, ça retentit sur les artères du cœur. Et on a aussi la pathologie qui est la pathologie de la chirurgie coronarienne. Donc on a plusieurs types de pathologies. Donc, on les opère dans des stades plus ou moins avancés, plus ou moins tardifs. Et des fois, le seul traitement pour ce type de pathologie, ça reste quand même la transplantation cardiaque. Alors justement, par rapport au choix ou par rapport à la décision, on va dire que vous prenez par rapport à la transplantation cardiaque, quels sont les patients donc, à qui on recommande cette transplantation? Oui. À quel stade? Le stade c'est l'insuffisance cardiaque terminale. Qui veut dire terminale, c'est qu'on a essayé tout traitement, tout genre de traitement, et ça n'aboutit pas.
Donc à un moment donné, il faut changer cet organe et le seul moyen pour donner la vie à ces personnes-là, c'est de transplanter. Donc le seul souci ici, bon, ça reste, je précise encore, ça reste encore un projet ici en Algérie. Donc on n'a pas encore réalisé cette transplantation cardiaque pour plusieurs raisons, on peut parler de ça, mais c'est surtout pour question d'organisation, parce que ça se fait le prélèvement doit se faire sur un cadavre. Donc pas vraiment un cadavre, mais sur un patient qui est en état de mort encéphalique. Voilà. La mort encéphalique, c'est la vraie mort, c'est la mort cérébrale. Donc il y a un certain type de patients. Le plus souvent, c'est des patients qui viennent en accident de circulation, qui font des AVC, qui font des ruptures d'anévrisme et tout ça. Ils sont hospitalisés au niveau des urgences. On fait le diagnostic, on le prend en charge, mais malheureusement, ça ne marche pas. Et on diagnostique chez eux que le cerveau est mort. Et c'est ça le diagnostic de mort encéphalique. Et c'est ces patients-là, ou bien ces défunts, qui sont appelés les donneurs potentiels. Donc ils sont branchés sur des machines, le cerveau est mort, mais les organes continuent à fonctionner. Et c'est ça le vrai donneur potentiel. À ce moment-là, toujours on y travaille, il y a un petit souci, un petit problème qu'on doit régler tous ensemble avec la société, c'est accepter le don d'organes. Voilà. Donc je tiens à appeler les gens à parler entre eux, à parler de ce sujet-là, à dire peut-être en famille, si on est malheureusement un jour, on arrive à ce stade-là, on parle, dites que moi peut-être je suis donneur, l'autre il n'accepte pas. Donc il faut parler entre familles et voilà, dire ça. Donc c'est vraiment une question d'éthique à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui par rapport à cette question de transplantation. Oui. Bon, sur le plan législatif, tout est clair. La loi algérienne, elle est claire. Depuis 2018, ça a été noir sur blanc, c'est très clair. Donc elle permet le prélèvement, elle permet aussi la transplantation. Même sur les plans religieux, même sur le plan religieux, donc bien sûr, autorisé exactement, c'est autorisé. La transplantation. Au contraire, la religion, elle incite les gens à donner les organes, c'est-à-dire sadaqa jariya, comme on dit. Voilà. Mais le seul problème, c'est que des fois, on est affronté à des gens, à des familles qui ne sont pas vraiment informées. Donc, on leur dit, après avoir pris en charge leur défunt, qu'il y a une mort cérébrale, il ne reviendra pas à la vie, mais est-ce que c'est possible de donner l'organe? Des fois, les gens, ils sont un petit peu choqués, ils sont hésitants, ils n'arrivent pas à expliquer, ils n'arrivent pas à prendre une décision. Il y a le choc premier déjà de perdre l'être humain, de perdre de son proche. C'est ça, oui. Bon, nous, professionnels de santé, on a fait toute une prise en charge particulière pour ces genres de situations. Et puis, on est obligé d'affronter ça. Donc, à un moment donné, il faut demander à la famille, d'une façon vraiment très claire, très précise, s'ils acceptent le don d'organes. Le plus souvent, jusqu'à maintenant, les familles ne sont pas vraiment informées. Donc, il faut les informer, il faut leur dire qu'un patient qui est en état de mort encéphalique, il ne reviendra pas à la vie, malheureusement. Et s'ils acceptent ça, ou bien si le défunt de son propre vie, il a informé sa famille que peut-être c'est un potentiel, donc la famille généralement ne s'oppose pas. Donc, Et justement, donc, la personne elle-même, est-ce qu'elle peut, par exemple, de son vivant, dire que le jour où je partirai, je pourrai, à travers une carte, à travers une déclaration Oui, c'est dans ce cadre-là, mais il s'exprime pas, il peut pas s'exprimer de façon à dire je suis donneur, parce que dans la loi algérienne, comme se fait dans le monde entier, il y a le registre des refus. C'est-à-dire ceux qui sont enregistrés sur le registre de refus, on ne peut pas leur prélever des organes. Donc celui qui exprime son refus, il ne peut pas être donneur. Mais celui qui ne refuse pas de son vivant, potentiellement il est donneur. Mais à ce moment-là, il nous faut juste l'accord de principe des parents. Des parents. Voilà. Des parents. Donc l'idéal, c'est que chacun de son vivant doit parler à sa famille, et pour nous faciliter la chose.
Voilà. Effectivement. Alors, donc ça, c'est un travail effectivement qui doit se faire au niveau de la société, sensibiliser, informer et surtout sensibiliser par rapport à cette importance, parce que ça donne quand même la chance à d'autres personnes de continuer à vivre. Parlons maintenant de ces personnes qui reçoivent donc cette transplantation, qui reçoivent donc ce don d'organes. Alors, est-ce que toute personne peut recevoir un autre organe? Potentiellement oui, toute personne peut recevoir un organe, c'est-à-dire toute personne qui est dans un stade de défaillance d'un organe. Bon, je parle du cœur, mais il y en a plusieurs types d'organes qui sont en état de défaillance, à un stade terminal où on ne peut pas continuer à leur donner seulement le traitement médical, ou bien par exemple les gens qui sont sous dialyse et ils nécessitent à un moment donné une transplantation rénale. La transplantation rénale se fait en Algérie, mais souvent, uniquement pratiquement, sur le donneur vivant. Donc c'est des parents qui donnent l'organe à un autre, mais ça reste toujours un manque. Il y a un manque important de dons d'organes, et la solution urgente, immédiate, c'est le don d'organes, le prélèvement à partir d'un cadavre, d'un état de mort encéphalique. Donc, je reviens à votre question, c'est les gens qui sont receveurs. Les receveurs, par exemple, en chirurgie cardiaque, les gens qui sont en insuffisance cardiaque terminale, sachant que la pathologie cardiaque, c'est la première pathologie qui cause le décès, pas seulement en Algérie, mais dans le monde entier, malheureusement en Algérie aussi. Ce n'est pas les cancers, ce n'est pas les autres pathologies, mais surtout la pathologie cardiovasculaire. Donc c'est un problème de santé publique. Il faut prendre ça au sérieux, il faut penser à toute éventualité de traitement, y compris la transplantation cardiaque. Voilà, comme les autres pathologies qui sont en insuffisance terminale, où ça nécessite aussi une transplantation, le plus souvent par prélèvement d'organes à partir d'un cadavre. Je cite par exemple l'insuffisance respiratoire terminale, l'insuffisance hépatique surtout, et l'insuffisance rénale, qui reste quand même un problème de santé publique. Mais sinon, si on doit faire un bilan, on va dire quel est le pourcentage de la réussite de ces interventions, de ces transplantations? Alors, ça reste quand même une chirurgie un peu particulière. Très sensible. Très sensible, bien sûr, très particulière. Mais quand même, jusqu'à maintenant, on a beaucoup d'expérience dans la pathologie courante. Et il y en a dans certains centres publics où il y a beaucoup de chirurgiens qui ont eu le plaisir de faire la formation, ou bien la chance de faire cette formation-là à l'étranger. Ils sont revenus et ils ont quand même un bon CV pour faire ce type de pathologie. Et sinon, donc, après transplantation, donc, quelle est la vie que la personne va mener? Est-ce que c'est un retour normal à la vie quotidienne, ou est-ce qu'il y a, encore une fois, un suivi ou un mode de vie particulier que la personne doit suivre? Oui, je vous réponds en citant un exemple. J'avais un patient qui était en insuffisance cardiaque terminale en 2018. Il a eu la chance d'aller faire sa transplantation à l'étranger, et puis c'est un judoka de haut niveau. Donc il était champion d'Algérie, de la région de l'Oranie, et puis il a eu la chance d'aller faire sa transplantation cardiaque à l'étranger. Quand il est revenu, il a repris sa vie normale, il a repris les séances d'entraînement, et maintenant il redevient encore champion. Il est dans l'entraînement, et puis voilà, il vit sa vie normale. C'est beaucoup d'espoir. Bien sûr, bien sûr. Il y avait une autre patiente aussi qui était jeune. Elle a fait sa transplantation aussi à l'étranger. Quand elle est revenue, 5 ans après, elle s'est mariée, elle a pu avoir des enfants. Elle vit sa vie normale. Voilà. Il faut un suivi, bien sûr, chez les médecins, mais la vie redevient pratiquement une vie normale. Mais sinon, qu'en est-il aujourd'hui de la transplantation cardiaque en Algérie? Ça se passe comment? C'est toujours en cours de préparation. Donc les lois sont là, et ça travaille un peu discrètement, mais quand même par exemple aussi, ce qu'on est en train de dire là, c'est dans la préparation, de la sensibilisation. On a encore besoin, une fois, on va dire de l'engagement de la société. Exactement, c'est surtout ça. Donc vous travaillez sur la sensibilisation? Bien sûr, bien sûr. Donc on essaie de sensibiliser les gens par tous les moyens, de parler de ça. Les gens doivent savoir qu'est-ce que c'est une transplantation, c'est quoi la greffe d'organes, d'où on prélève des organes et comment ça marche, tout ça. Donc j'invite les gens
surtout à consulter le site de l'Agence nationale des greffes. C'est l'agence qui s'occupe de tout type d'organisation et de prélèvement et le registre de refus aussi. Et à nous poser des questions, peut-être nous, professionnels de santé, en expliquant exactement comment ça marche. Voilà, parce que c'est vrai que ce qui fait peur, c'est généralement les choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. Il suffit juste d'essayer de comprendre de quoi il s'agit exactement. Bien sûr. Voilà, si je peux dire autre chose sur la transplantation, c'est que ça sauve des vies. Oui. C'est beaucoup d'espoir. Exactement, ça sauve des vies. Il y en a plusieurs personnes qui sont dans une liste. On essaye de les convoquer, de voir l'évolution de leur état. Malheureusement, des fois on arrive à joindre certains, mais le plus souvent on n'arrive pas à joindre les autres. Donc leur seul espoir, ils sont des patients qui sont condamnés si on n'arrive pas à faire quelque chose. Donc, surtout si aujourd'hui on pense aux enfants, par exemple, aux malformations cardiaques, ça peut arriver. Oui, aussi les enfants, il y a plusieurs pathologies qu'on peut sauver quand même, mais malheureusement, on n'arrive pas toujours à faire cette transplantation. Si un jour on arrive à la faire, il va y avoir beaucoup d'espoir chez les enfants comme chez l'adulte aussi. Voilà, il suffit juste de commencer pour probablement, encore une fois, sensibiliser. Ça viendra, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, professeur, de nous avoir éclairé un peu plus sur la transplantation cardiaque. Merci encore à vous, et on continue cette fois-ci, donc page histoire. Et nous allons revenir sur une autre personnalité qui a marqué la révolution algérienne. Il s'agit de Maurice Audin. Je vous laisse voir cet hommage et on se retrouve juste après. Le 11 juin 1957, Maurice Audin, jeune militant engagé dans la lutte contre le colonialisme français, disparaît tragiquement à Alger. Arrêté par le régiment de parachutistes dirigé par Paul Ossarès, il est détenu, torturé, puis assassiné. Son corps, jamais retrouvé, reste jusqu'à ce jour une plaie ouverte dans l'histoire. Membre du Parti communiste et fervent défenseur de l'indépendance de l'Algérie, Maurice Audin a participé à de nombreuses opérations clandestines à Paris, souvent épaulé par sa sœur Charlie et son frère Christian Honoré. Inspiré par les militants algériens, Audin a joué un rôle essentiel dans la guerre de libération en offrant refuge aux moudjahidines et orchestrant des évasions de soldats français refusant de combattre dans les rangs de l'armée coloniale. Des activités qui n'échappèrent pas aux services de renseignement, qui l'ont capturé et soumis à des tortures indicibles pendant 10 jours avant de l'exécuter. Âgé seulement de 25 ans, Maurice Audin est devenu une figure emblématique de la résistance algérienne contre le colonialisme français. Son arrestation et son assassinat, symbole des exactions françaises en Algérie, soulèvent encore aujourd'hui des débats dans la classe politique française sur les circonstances de sa liquidation, sachant que la France avait reconnu sa responsabilité dans la mort de Maurice Audin, qui avait succombé sous la torture. Voilà, un autre crime donc, de la colonisation française, cette fois-ci c'était l'exécution donc, de Maurice Audin. Et nous allons nous intéresser au cinéma, un événement qui a marqué la semaine, les Assises nationales du cinéma. On en parle en compagnie de Nabil Kitoni et ce sera juste après cela. Nabil, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Nabil? Ça va, ça se passe bien? Alhamdoulilah. Un événement quand même tant attendu et très très important. Juste petite parenthèse, avant d'aborder l'événement, parce que pour rester... sur la page histoire non, sur Maurice Audin, il faut saluer aussi un prix spécial du jury, attribué au film de Abdelnour Zahzah, France Fanon. C'est une autre personnalité emblématique et accompagné, je dirais, le combat, algérien et accompagné la révolution algérienne. Voilà, c'était lors de la 14e édition, festival du cinéma africain de Luxor. Voilà, il y a eu le prix spécial du jury attribué au film d'Abdelnour Zahzah, France Fanon. C'était juste une petite parenthèse. Voilà, tu as bien fait, Nabil, parce que là, ça nous renvoie encore une fois à l'importance du cinéma et comment le cinéma aussi pourrait être un outil pour encore une fois, la préservation de la mémoire. Surtout, la préservation de la mémoire. Parler aussi de personnes, je dirais des personnes qui ne sont pas forcément algériennes, mais qui ont
sont algériens de cœur. Algériens de cœur, et le combat était tellement digne, c'est-à-dire, et ils ont accompagné le combat et la révolution algérienne, voilà. Voilà, ce sont des personnes, effectivement, qui ont cru tout simplement à la cause juste. À la cause juste, voilà. À la justesse de la cause. Effectivement. Voilà. Alors, Nabil, donc, on revient à cet événement qui a marqué la semaine, qui a marqué le monde du cinéma, donc les Assises nationales du cinéma. Oui, voilà, les Assises nationales du cinéma, sous le patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. 2 jours consacrés au cinéma, c'est-à-dire constituer une assise juridique, parce que voilà, il y a eu le discours du président, il est revenu sur la nécessité d'instaurer durablement et effectivement, c'est-à-dire cette industrie cinématographique, parce qu'on en parle depuis des années, voilà, c'est assez fleuve et tout ça, mais là, il y a eu des grandes lignes qui ont été données, c'est-à-dire, voilà, et il faut saluer aussi, c'est-à-dire le discours où on parlait il y a eu quelques points, par exemple des salles de cinéma, où le président voulait qu'il y ait plus de multiplex, c'est-à-dire pas seulement, c'est-à-dire il a même parlé de cet aller-retour des cinémas qui étaient des fois, c'est-à-dire sous la tutelle, c'est-à-dire Daïra, après ça a été le ministère de la Culture. Bon, en dehors de ces salles de cinéma, il faudrait d'autres salles, il y a eu beaucoup de salles, d'autres salles, et notamment des multiplex, c'est d'ailleurs ce qui fait le bonheur un petit peu voilà, les multiplex, c'est une assise juridique, d'ailleurs on y reviendra. Il y a eu aussi, il a parlé beaucoup aussi du film, Amir Abdelkader, c'est-à-dire, voilà, on souhaiterait voir, c'est-à-dire voir le jour, on souhaiterait que le film Amir Abdelkader voit le jour, c'est-à-dire, parce qu'il y a plusieurs tentatives, il faut, voilà, un scénario, je dis, fort, adéquat, parce qu'une personnalité emblématique, et voilà, faire... C'est beaucoup de responsabilités, ou qui impose beaucoup de responsabilités. C'est-à-dire faire un film sur Amir Abdelkader, c'est la même chose, parce qu'il y a eu un parallèle entre, quand il parlait du dernier empereur, mais c'est aussi un parallèle, c'est comme si vous faisiez un film sur Nelson Mandela, et qui a été, voilà, il y a eu beaucoup de films sur les personnalités révolutionnaires, notamment le dernier film Belmhidi, en attendant le film Zéro Youssef de Mouls Khammar, Belmhidi de Bachir Daraïs. Il y a eu beaucoup de films et tout, bon, mais même avant d'Ahmed Rajdi, il y a eu. Mais Amir Abdelkader, j'ai l'impression qu'on y tient pour faire ce film-là. En dehors, bon, il y a eu les assises, il y a eu le discours, il y a eu les orientations. Des images, d'ailleurs, qui ça, voilà, ça c'est des assises où il y a eu, je dirais, un petit récapitulatif des films qui ont fait, je dirais, qui ont fait l'histoire du cinéma algérien, parler voilà, des chroniques des années de Brest. Seul fois encore, il faut le répéter, le seul film arabe et africain ayant remporté la Palme d'Or. Je précise, la Palme d'Or. Il y a eu d'autres films, il y a eu le prix spécial du jury, mais la Palme d'Or revient au film Chroniques des années de Brest et d'autres films, bien sûr. Les Omar Ketlatou, les Hassan Tehro, d'autres films qui ont marqué un petit peu, dont on parle, d'où les expressions, c'est-à-dire cultes, sont encore, je dirais, présents, quoi, voilà. Présents, voilà. Il y a eu aussi des ateliers, on parlait de numérisation, on parlait aussi de constituer une assise juridique, parce qu'on parle de convention collective créée d'ici la fin de l'année, une convention collective. Parmi les points intéressants, même, on parle d'un mécanisme aussi pour les allocations chômage, pour les techniciens qui n'ont pas bossé toute l'année, qui ont peu bossé. Il y a plusieurs points, voilà, qui sont en train d'être, je dirais, juger des points qui sont en train de prendre la bonne direction, mais surtout cette convention collective, parce qu'il y a des droits et des devoirs, si on veut dire. Et d'ici la fin de l'année, voilà, c'est ça. On parle de ça, voilà. Voilà, alors, principale recommandation ? Comment ça, les principales... Parce que là, tu nous as parlé un peu des différents axes qui ont été discutés, abordés durant les assises. Oui, mais c'est une recommandation. Voilà. C'est-à-dire, lorsque je dis qu'une convention collective devrait voir le jour en fin d'année, c'est aussi une direction. Parce que là, je parle de mécanisme juridique, parce que pour accompagner, je dirais, une industrie, voilà, au cinéma, il faut un mécanisme juridique adéquat. Pensé, réalisable aussi. Voilà, je parlais de Place Val-dedans, voilà. Pour promouvoir, je dirais, et instaurer, je dirais, vraiment professionnellement cette industrie, pour pas avoir ce petit, je dirais, vide. Voilà, on parle souvent de vide juridique. Le fond, on ne sait pas à qui s'adresser. Constituer, je dirais, une passerelle entre les décideurs vraiment et le monde du cinéma. Et pour en revenir, c'était dans le discours, c'est-à-dire que le cinéma doit être fait par les gens du cinéma. Voilà, c'est pas un secret. J'invente pas. Voilà.
c'est vrai, voilà, très important. Voilà, c'est très important que ça soit réfléchi, voilà, voilà, que ce soit les scénarios et tout ça. Bon, nous sommes que, je dirais, des gens passionnés par cet art-là. Nous pouvons qu'accompagner l'idée, voilà, parce que comme vous dites, d'accompagner, exactement, lorsque vous avez dit si bien tout à l'heure, c'est-à-dire cet outil de promotion, je dirais, pour sauvegarder, préserver cette mémoire, je dirais, collective, notamment à travers des films révolutionnaires qui ont marqué, bon, surtout en cette période-là, très important. Mais il y a aussi cette nécessité de raconter d'autres histoires, des histoires qui parlent des maux de notre société, des histoires algériennes, c'est-à-dire aussi, pour revenir, algérianiser le produit, qui est cette ouverture, faire aussi, je dirais, cette différence entre téléfilm, cinéma, revenir sur... Voilà. Et sur les concepts fondateurs. Sur les concepts. Il y a des films, et les lieux, c'est-à-dire on parlait aussi, pourquoi pas, la dernière fois l'idée était retenue, on en avait parlé en off, mais bon, c'est un peu partout, c'est-à-dire des endroits où parler d'industrie cinéma, mais avoir des endroits comme Timimoun, la ville de cinéma, voilà, pour constituer, je dirais, voilà, on n'a même pas besoin de décors. Des décors, voilà, décors. Sérieusement, un décor comme Boussaada ou Timimoun, vous pouvez faire tous les films, je dirais, historiques et tout. Voilà. J'aurais aimé bon, pas Théo Sahara, j'aurais aimé qu'un Gladiateur, même si je n'ai pas aimé le 2, parce qu'on en parlera de ça. Franchement, alors là, c'est la déception totale. Du 2, je ne sais pas pourquoi on a fait ce film-là. D'ailleurs, c'est le titre, je me perds un petit peu. Voilà, c'est le titre de la prochaine thématique, c'est de parler des bonnes suites et des mauvaises suites. D'accord. En fait, il y a beaucoup qui partagent ton avis aussi. Oui, je tenais j'ai dit ça à Amel, je tenais à le dire, mais j'ai jamais vu une suite aussi ratée. Bah, excusez-moi, pourtant c'est Ridley Scott. L'acteur, il n'y a aucune émotion. Il n'y a aucune émotion. Et pourtant, je suis un fan de Denzel Washington. Parce que je ne l'ai pas vu. Mais c'est un film. Bon, enfin, des acteurs comme Derek Jacobi, il avait 2 secondes. Je n'ai pas saisi. Aucune émotion. Bon, je saute du coq à l'âne. Mais pour revenir à notre cinéma, maintenant, voilà, c'est dit, maintenant se mettre au travail et voilà. Encore une fois, le cinéma appartient aux gens qui font le cinéma. Les autres accompagnent, je dirais, l'idée. Bon, il y a une assise financière suffisante. Bien sûr, il y a un appel, il y a des productions. Et puis il y a des volontés, puis il y a des compétences. Il y a des volontés. Vous avez des gens qui aiment ce cinéma, qui aiment ce pays, qui veulent raconter leur histoire. Vous avez des réalisateurs de talent. Je n'ai pas besoin de raconter ça. Dans ton émission. Oui, voilà, il y a des jeunes qui aiment ça. Mais il faut leur donner ça, c'est-à-dire, parce que c'est pas facile aussi, ce métier-là, c'est pas facile. Il y a peu d'appels, il y a beaucoup de gens qui veulent tourner, qui sortent des écoles. Bon, c'est l'histoire que tout le monde, voilà, qui sort, voilà, la même chose je peux dire pour d'autres écoles, mais qui ont un talent fou. Maintenant aussi, il faudrait qu'il y ait plusieurs productions. Encore une fois, je l'ai dit, je n'ai pas cessé de le dire, il ne faut pas attendre simplement le Ramadan pour faire des séries. Ça serait bien que le travail, voilà. C'est pour ça que je parlais de cette allocation chômage aussi, donner aux techniciens, peut-être, c'est-à-dire qui n'ont pas de travail. Voilà, c'est toute cette assise et trouver des points voilà, qui pourraient rassembler tout le monde et mettre tout le monde au travail, voilà, qui n'est pas, je dirais, les oubliés, et voilà, qui n'est pas cette... Et on arrête de parler d'ancienne, nouvelle génération. Un cinéma est universel, une histoire est universelle. C'est pas une action sociale, c'est-à-dire voilà pourquoi tel ou tel, c'est pas une action sociale, c'est-à-dire une volonté d'un producteur, je veux dire une orientation d'un réalisateur et une faisabilité de toute une équipe qui constitue cette industrie cinématographique, encore une fois. Voilà, dans le discours du président, tous les points ont été relevés. Maintenant, c'est-à-dire aux personnes de se mettre au travail. Et qui n'est pas aussi, encore une fois, le cinéma aux gens qui font le cinéma, c'est-à-dire voilà. C'est ce qu'on a vu durant les assises, Nabil. Donc c'était vraiment des figures qu'on connaît. Il y a des figures qu'on ne connaît pas nécessairement. Il y a des figures qu'on connaît. C'est pas facile de faire un film. C'est vrai que cela nécessite surtout des films qu'on veut aborder. Alors une fresque, je dirais, c'est-à-dire épique, c'est-à-dire un film tel que l'Émir Abdelkader nécessite, je dirais, un budget adéquat. Surtout, c'est le scénario. Quelle période prendre? Quoi raconter? Vous savez, dans les biopics, on prend des fois... Allez, on va faire dans le biopic de Malcolm X, ou ça soit de Ali, de Mohamed Ali, il y a des périodes, c'est-à-dire marquantes qu'on veut traiter. Tout ça, après, c'est le scénario. Mais on ne peut pas tout faire, à part s'il y a, je dirais, une volonté de faire des suites. Voilà, bon, ça change. Mais il y a des périodes où c'est aussi le scénario, il faut un bon scénario. Les biopics, c'est ça le problème, c'est un scénario. Et une personnalité, je dirais, pour endosser un costume pareil, parce qu'on parle
d'une personnalité, je dirais, emblématique. Je dirais le costume, il ne faut pas qu'il soit trop large, entre guillemets, pour le personnage qu'il devrait interpréter, je dirais. Mais il y a des acteurs. Et pas nécessairement parce que je vois qu'il y a cette orientation au début de voir un acteur de l'autre côté de la Méditerranée ou un peu partout, mais je pense qu'il y a des acteurs qui ont cette étoffe-là, qui peuvent, on peut être surpris, hein, vous savez. Après, c'est la direction des acteurs, c'est la réalisation, et c'est l'envie de partir. Après, c'est une cause qu'on porte en nous-mêmes. Hein, c'est une cause, c'est une volonté, voilà, c'est une volonté... vous avez vu des interprétations qui ont su marquer, je dirais, des personnages révolutionnaires. En attendant le film de Moussa Khammar, Zeroudi Youssef, encore une fois, voilà, Ali Namous qui joue le rôle de... Voilà. Il y a aussi... je ne sais pas qui joue le rôle de Douchmoura, mais pour revenir au film de Ben Midi, les interprétations étaient, je dirais, remarquables. L'interprétation de Khaled Ben Issa et d'autres, franchement, voilà. J'attends avec impatience que le film... Nous attendons avec impatience. Voilà, que tous ces films-là puissent être projetés, que les Algériens fassent leur avis. Voilà. C'est le public à faire son avis, pas nous. Bon, simplement, encore une fois, je reviens. Je ne sais pas qui a aimé Gladiator 2, mais j'ai compris la réaction de l'acteur du premier, c'est-à-dire Russell Crowe. Une réaction épidermique en voyant le film. Là, je comprends, déception totale. Je ne sais pas, peut-être les gens, oui, mais moi, pour une fois, je me suis dit, waouh, je ne sais pas. Je me dis, pourquoi j'ai continué à voir le film? J'ai rien. Bon, enfin bref, ça partait dans tous les sens, aucune émotion. Après, c'est le critique un peu, hein, c'est pour ça que non, ça partait dans tous les sens, je dirais, aucune émotion, et même l'acteur qui compait le rôle, Lucius, c'est-à-dire le fils, enfin, de Max, bon, je ne dévoile pas, bon, bref. Même Denzel Washington, pourtant je suis un fan, encore une fois, je me suis dit, en fait, il y a des films. Ah, finalement, j'ai bien fait de ne pas regarder le film. Pardon? Finalement, j'ai bien fait de ne pas regarder le film. Un conseil, choisissez un autre film. D'accord. Voilà. Allez, je vais choisir un autre film de toute façon. Alors, avant de se quitter, Nabil, on me dit que nous avons des images du prix, justement, de Frantz Fanon. On pourra peut-être revenir dessus. Voilà. Ça, c'est le travail d'Anis. Oui. Merci, Anis. Ça, c'est l'affiche du film de Frantz Fanon, de Zahzah. Et cette façon aussi parce que j'invite les gens à voir ce film-là. C'est filmé d'une manière, je dirais, assez spéciale. Il ne faut pas oublier que la personne réalise du documentaire. Il y a un regard, mais franchement, il faut voir ce film-là. Il faut voir ce film-là. C'est un film, je dirais, qui va bien vieillir. Je l'ai vu 2 fois. Pour être sincère, la première fois, il y a eu je dirais, ce regard, pas ce recul, hein, je ne dis pas ça. Mais je l'ai vu une 2e fois pour essayer de comprendre le contour et je dirais, de voir. Et j'étais franchement épaté. Ah ben voilà. Donc, nous invitons nos téléspectateurs à le voir s'ils n'ont pas encore vu. En tout cas, merci beaucoup Nabil d'être revenu sur cet événement. On se retrouve samedi prochain. Oui, pour parler des mauvaises et des bonnes suites. On va parler de Gladiateur. Non, alors là, lui, c'est bon. Merci beaucoup Nabil. Allez, bonne semaine à toi. On se retrouve samedi prochain. On continue, on va se retrouver dans un petit moment pour la dernière station de cette matinée en compagnie de notre ami Amina Zeri. Mais avant cela, on vous invite à aller faire un petit tour du côté de la galerie El Kounouz, là où se tient une très très belle exposition de peinture, donc artiste peintre algérienne, expatriée. Elle s'appelle Nadia et c'est Samia Bouarour qui l'a rencontrée pour nous. Nadiat Bahriti, juriste et artiste peintre malvoyante, organise sa première exposition Terre d'origine en Algérie. Consacrée à un retour aux origines, l'artiste propose un regard sur soi autour d'un voyage à travers des œuvres sélectionnées minutieusement. Je dis je suis malvoyante mais clairvoyante en même temps, alhamdoulilah. C'est vrai que j'ai une maladie de la rétine. Et j'utilise, je pense, l'œil du cœur. On parle beaucoup de l'œil du cœur. Et je pense que voilà, j'utilise mon œil du cœur pour peindre. Effectivement, j'ai des difficultés à voir des couleurs, à voir certaines couleurs, je peux les confondre, etc. Et voilà, donc je dépasse quand même ça et je peins. Nadiat Bahriti a pris les pinceaux pour la première fois en novembre 2020. Depuis, elle peint et organise des ateliers de peinture à l'étranger. Le Covid. Vraiment, c'était la période du Covid où c'était un peu une période difficile. Je pense que partout dans le monde, on a vécu ça.
une période un petit peu particulière, et j'ai eu besoin d'extérioriser un mal-être. Voilà, et donc c'est passé par la peinture. Certaines de ces toiles portent des inscriptions et un code QR pour offrir l'opportunité aux malvoyants de toucher et sentir sa peinture avec l'âme. Sur certaines des toiles, alors pas toutes, mais j'ai sélectionné certaines toiles sur lesquelles donc on a prévu un QR code et dans lequel je raconte un petit peu voilà, l'ambiance, l'histoire de la toile pour permettre aux personnes qui ont des difficultés visuelles, des déficients visuels, et bien de pouvoir s'imprégner de la toile. Marque la lettre de à la fois de la verticalité mais aussi de l'horizontalité. Puis le mime dont la tête est adossée au alif, le mime qui marque la présence visible. Les toiles de Nadia reflètent sa réflexion et son regard qui émane de l'âme. Avec ses coups de pinceau, elle exprime sa joie, douleur, défi et espoir. Ce que je fais, c'est l'art au service de l'âme. Donc c'est vraiment mon âme qui parle. Quand je peins, c'est mon cœur, c'est mon âme. J'ai envie de dire, je ne commande rien et je laisse beaucoup mon intuition me guider. Quand j'ai commencé à peindre dans mes débuts, je suis remontée en fait à mes grands-mères. J'ai eu besoin de rechercher qui j'étais au fond de moi et donc je suis remontée à mes grands-mères, à ma lignée. Donc j'ai commencé par là et ensuite c'est vrai que je peins beaucoup la rose. La rose m'inspire. Je ne sais pas, je pourrais pas dire d'où ça vient, mais en tout cas la rose m'inspire et effectivement. Très rapidement aussi, j'ai commencé à une sorte de calligraphie, alors à ma manière, on va dire, avec les lettres arabes, ces lettres qui viennent, ces lettres célestes, hein, pour moi, puisque c'est aussi les lettres qu'on retrouve dans le Coran. Donc, il y a quelque chose de très spirituel, de très magique, voilà. À travers son histoire et son art, Nadia Tbahriti veut faire bouger les lignes, changer les représentations stigmatisantes pour les personnes porteuses d'handicap et, d'une certaine manière, inspirer. Et peut-être inspirer d'autres personnes, d'autres femmes qui n'osent pas. Et mon message, c'est de dire, allez-y, allons-y. Dans la mesure où on agit avec notre cœur, c'est l'essentiel. Très très belle exposition qui se tient au niveau de la galerie El Kounouz et Patrimoine. Nous allons parler aujourd'hui, comme chaque samedi, en compagnie de notre amie Amina Zeri, donc dans sa rubrique Patrimoine, et ce sera juste après cela. Amina, bonjour. Bonjour, marhaba, bonjour tout le monde, nos amis en Algérie et ailleurs. Sbahkoum berbahkoum. Et Inch'Allah, on va passer un agréable moment. Comme chaque samedi, toujours accompagné, toujours très très bien accompagné. Inch'Allah ya Rabbi. Et comme d'hab, on commence avec Zine El Koul, l'youm avec notre. Alors exceptionnellement, c'est pas toi aujourd'hui. Non, c'est pas moi, avec notre grande artiste Kenza Hamouni, une très belle voix, une très grande artiste que je respecte beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc on commence avec Madame Hamouni et notre artiste aussi, qui est venue d'une très belle ville d'Algérie, Sirta, Al-Jamila. Donc je dis bonjour à notre invitée, à Kenza Hamouni, et bien sûr notre invitée Lanora Kifesh. L'Asala راهي معنا, qui est venue avec جات وجابت الفل معها Lanora. Oui, جابت الفل. Et ça sent très bon, hein. المازهر et ça sent très très bon. Donc خبز تونس ولا خبز الباي
Tunis qui n'a rien à voir avec la Tunisie et les Tunisiens, nos amis, nos frères qu'on adore, اللي يحبوناهم مثاليك. Mais il a une histoire اللي صارت في القصبة. Donc راح تحكيها لنا مدام نورا. صباح الخير، السلام عليكم، شراكي، شي جملتكم، شاكي مع الصحة. مرحبا بك. الله يسلمك. مرحبا بك. Donc il est beau le dialecte algérien. نعم. Il est beau le dialecte algérien. Il est beau. وبول البيت، بول الخيمة. Donc on commence avec كنزة وزين القول. تفضلي كنزة. صباح الخير عليكم على كل حال. ميرسي بور لانفيتاسيون. مرحبا بك، دار دارك. الله يسلمك. سي بور يسلمك. ايه دونك تبداي لنا انت بزين القول. الحباب الجالسين عالسلام، الحباب الجالسين عالسلام، وحشكم عضبك الحباب الجالسين عالسلام، وحشكم عضب قليبي، وانا في قعدتكم بمزاهي، وانا في قعدتكم بمزاهي، محلى قعدة الأحباب وانا في قعدتكم دي مزاهي، محلى قعدة الأحباب كيدوموا. لا لا جاوبها قسنطينة، جاوبها قسنطينة بصوت نوتخ ارتيست نزيم المنور كي ا اون فوا سوبليم. الله يبارك. نهواكم يا بدور منكم مرضي طال، نهواكم يا بدور منكم مرضي طال، سهران 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 طول الدجى، سهران طول الدجى، بتعدي بجفاكم. برافو. يعطيكم الصحة. Vraiment magnifique. يعطيكم الصحة. À tous les deux, vraiment. Exactement. نور الهاني. Moi quand j'entends نزيم المنور نقول الحاج محمد طاهر فرقاني، حمدي بناني، حسن العنابي. Pendant qu'ils chantaient, je les voyais tous défiler. Non, ils sont là, ils sont toujours là. Ils ont assuré la relève, masha'Allah. Bravo, une très grande voix. Nazim El-Mnower, marhaba bik. Donc, artiste interprète de la musique andalouse qui il est spécialisé dans le moualouf constantinois. Il est aussi membre de l'association des Beaux-Arts d'Alger.
Haj Mohamed Tahar Fergani. Je salue de passage sa famille, notamment la famille de Hamdi Bennani. شكون شيخك فيهم؟ يعني les cheikhs sont indirectement. Donc, avant de le connaître personnellement, c'était le Haj Mohamed Tahar Fergani. ربي يرحمه ويوسع عليه. J'ai suivi un parcours يعني بديت مع l'association Maqam de Constantine quand elle a ouvert ses portes en 95. Donc les parents étant mélomanes دخلونا حطونا لتما في l'association. Et c'est là qu'on a commencé l'apprentissage, on va dire, le malouf qui est un peu complexe pour les gens qui ne savent pas. L'apprentissage, c'est le malouf. Vous insistez beaucoup sur l'apprentissage, donc il faut donner de l'importance à l'apprentissage, à la formation, qui est très très important, que ce soit dans l'andalou, le malouf ou dans le chabi. C'est ça. Donc il y a des codes à suivre, c'est des structures complexes. Les noubats, la rythmique, les mélodies, donc c'est tout un travail. D'accord. Donc revenons à Kenza Hamouni qui est très fidèle au Karako. Il est omniprésent dans ces galas, dans ses fêtes. C'est primordial. Ma couturière. حاج طيب رنجة. نسلموا عليها. Il est très bon en tout cas. La couleur elle te va à merveille. Kenza, je la tutoie parce que c'est une amie à moi. Donc Kenza elle est venue aujourd'hui pour rendre hommage aussi à une diva, à une grande figure, une figure emblématique de la chanson, notamment Arobé. Arobé, l'Andalous. Donc, elle est venue pour rendre hommage. C'est son maître spirituel. Donc, Kenza qui a rendu hommage à Fadila Dziria à travers un album que vous avez qui est sorti en 2015. En 2015. نقدروا نقولوا عليها هي le maître spirituel تاعك. احكي لنا على هذا الالبوم شويه. هذا ما نكذبش انا كنت جو باسي par plusieurs associations. Oui. J'avais 10 ans, j'ai درت الاناشيد الوطنيه bien sûr. بعد quand j'ai terminé les études راح directement j'ai كاش نقول لك راح directement assisté à les Beaux-Arts, l'association des Beaux-Arts. D'accord. Et vous avez sillonné plusieurs associations, les Beaux-Arts d'Alger, le Motribia, Sindousia, Cordoba. Là-bas c'est les Beaux-Arts. D'accord. كان عندنا بروفيسور يعني البروفيسور تاع الاولاني سي ماجد بومعزان نحيي فرح حسن. ولو دوزيام سي الهادي بوكورة. الهادي كورة il m'a proposé يعني قلت له شوف قلت انا الله يبارك نحيي هذا الحصه. Ce sera notre invité très prochainement avec chef d'orchestre le Bel-Art. Donc il va être notre invité très prochainement avec Fatah Bellala que je salue, qui vit à l'étranger en France et qui est de passage en Algérie ces jours-ci. Donc il a fait un beau travail avec Bokora et ils seront nos invités très prochainement. Oui, Noor. il m'a proposé de faire انا كنت حابه ندوز للنوبه باسكو لا باس تاعي سي لا نوبه ودرتها نوبه السيكا اللي بديت بها. داكور. ومن بعد منك قال لي هذه بكره قال لي نكونسا قال لي اوماج فضيله ديري حبينا نديرو بك انت ديري لي بروسيدي تاعك ديري اوماج فضيله ديري. Très bien. Donc moi je vais essayer d'être bref pour on n'a pas assez de temps dans le Houda. Donc je donne directement la parole à la Nora qui نقولوا Nora نقولوا la préservation de notre patrimoine culturel notamment culinaire. وكي نقول لك خبز تونس واش تقولي لي نور؟ رمضان. Il est omniprésent. Je dis رمضان. D'ailleurs كي دخلتوا الريحه ça de suite رمضان. Les saveurs de l'Algérie. Exactement. Et quand on dit bien sûr خبز تونس نقولوا الجزائر القديمه وعنده حكايه القصبه قصرات في القصبه. دونك لا نورا تحكي لنا حكايه خبز تونس. هذه خبز تونس وحده في القصبه. قعد لها الخبز وقعدت تخمم واش دير به وتعرفي الناس زمان في القصبه يتلاقاو في وسط الدار قاعدين بيناتهم يقصروا. قالت لهم واش تقولوا
ندير نسيي نخدم حاجه به وندوق الباي. داكور. ناضو مع هذوك حبابات الجيران وكامل. جازت دارت دوزناتو. حبت تشتهر بالخف. باللوز ودوكا ولاو يديروه بالجوز، يديروه بالكاوكاو، يديروه ينوعوا فيه. تو لي مويان سون بون. جاز دارتو. قالت الاولاني اللي ندوقوه هو الباي. ويعطيني رايو. داكور. من بعد كي دارتو بعثت له داقو قال لهم شكون هذا اللي دار هذا الخبز. قالوا له وحده يقولوا لها تونس. قالوا ما عيطوا لها نهضر معاها. رحت ليه قال لها كيفاش جاتك في البال درتي هاد. قالت له حنا تعرفنا ناس القصبه نوعوا في كلش، من حاجه نخرجوا صح حاجه جديده، من تما اللي خرج الفن تاع الحلوه. ولاو يديروا كل حاجه، وتعرفي ناس الزمان ما يخرجوش بزاف نساء. صح. ما من القديان ولا رجال هما اللي يقضيو. ونساء يسلكوا راسهم في الدار. شفتي. يقعدوا ينوعوا. من القعده هذيك ما يخلوهاش تروح هكذاك. يقعدوا بيناتهم كما يقولوا الجيران، وكل وحده تعطي رايها. ولات خبز تونس. ولا خبز تونس. قال لنا من دوك. En plus, les femmes d'antan, elles étaient débrouillards, يعني بلي مويان دو بور. الخبز هذاك في كل شيء. اللي بالك ما باش تزيد له البنه دارت له شويه لوز، دارت له كيما قلتي شويه. واش كان عندها في الدار اللي حطت دارتو. اي بي سي ان بلا ايكونوميك بور نو با جوتي. باش ما يعملوش منه يا اخي الخبز. واش تخرجي خرجنا السفيريه، خرجوا شحال من حاجه بالخبز. فوالا دونك يقولوا له خبز تونس. moi j'ai des amis tunisiens قالوا لي اسكو ما على بالهمش اسكو سي تونيزيان. alors je dis que ce plat succulent il est typiquement algérien, notamment قصباجي. قصباجي تندار في القصبه. زمان كانوا يسموه وناسه تونس، لتونس تونس، وبالك سموها على تونس باسكو مدينه قريبه لينا وبيناتنا يعني عادات تقاليد تسمات تونس. دونك سموها على تونس. هذه المراه اللي ما كانتش عندها امكانيات ودارت هذا الخبز وعشقوا الباي ولاو الباي. ولاو يقولوا له خبز الباي. كاين يقولوا خبز تونس، كاين يقولوا خبز الباي. داكور. تعطينا لا ريسيت هكذايا رابيدمون. فيها كيله تاع لاشابلور الخبز تواسي في الكوشه وترحيه. كيله تاع لاشابلور، كيله تاع لوز، نص كيله سكر ونص كيله زبده. تري بيان. ونديروا له لا ريفيو. ودير لا ريفيو وكيله ولاد الدجاج. كيله كلش كيله كلش كيله غير السكر. ما تخفاش السكر والزبده اللي باسكو السكر فيه سيرو هذاك باش ما يجيش حلو بزاف. ديري نص كيله تاع السكر. تري بيان. دونك لا فاني والقارص والمزهر. تري بيان. دونك كانت حكايه خبز تونس. كاش نهار سموا عليك انت يا نور الهادي. انا راه واش راح ديري لنا؟ ما نعرف واش راح نخرج. على بالي عندك دي دوا ونور ما شاء الله. جو سي با. En tout cas, on termine en beauté avec le duo. مازال عندنا شويه وقت أمينة. إن شاء الله خلوا لنا شويه وقت يا جماعه اليوم وعلاش s'il vous plaît. Donc on termine avec منور نازم المنور et aussi si vous permettez bien sûr. وبعد on termine avec Kenza. Avec un petit peut-être un extrait d'une chanson de Fadel Algéria. Anna, par contre, j'ai bien envie d'écouter une chanson particulière, s'il y a possibilité. Lillah ya Ghazali. Ah, j'adore. S'il y a possibilité, hein, sinon il y a Billah ya Hamami, pardon. Billah ya Hamami, sinon il n'y a pas de problème. Ah non, je peux pas, j'ai pas de voix.
أحلامي نرسل معك كتاب لمن هوى غرامي خلاني في الالتهاب أقرأ لهم سلامي وارد منهم جواب وحبابي فارقوني عنهم بكت العيون ما كانوا يعرفوني ونسوا مودتي ما كانوا يهجروني ونكروا عشرتي لو أنصفوا الحبايب ما كانوا يهجرون لكن جرت غرايب يا أهل الهوى ديروا جسمي نحيل وتعب والقلب ما أصبر وحبابي فارقوني عنهم بكت العيون ما كانوا يعرفوني ونسوا مودتي ما كانوا يعرفوني ونكر عشرتي C'est un régal. Donc cet extrait que je dédie à notre Nour Elhani à l'occasion de son anniversaire. Son anniversaire le 21 décembre. C'est gentil, merci donc, beaucoup. Donc le 21 janvier, pardon. Donc l'Amoun Tibkhir, Inch'Allah, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de santé et d'amour surtout. Inch'Allah, Ya Rabbi. On termine avec Kenza. وانا نخلي لك الاختيار. يعني عندي استقبال شويه تاع فضيله الديريه ان شاء الله. وي اون ماج فضيله الديريه. شويه انا طويري وشويه استقبال تاعهم قبلها. ان شاء الله. باش كي تشامل تقبل. كي تشامل ومريم يقبلوا. ندخلوا ديريكت انا طويري. فوالا جو بريفير باسكو نا با بوكو طون. سمحي لنا كنزه تي على بالنا تاع مشياخه تاع قعده تاع لازم نجيبك في لا راديو انت. تفضلي تفضلي. On vous donne 2 minutes. Ce qu'on vient de me dire. أنا طويري فقع لها الطيار عقلي معاه يما طير عشي على العصافر زين ومسرار بطوير انتي والفخر هذا الطوير مكسبه تجار ما هو رخيص غالي ياسر مكسبه زرع مول كبار وصلتنا عليه دور انا طويلي فقع على طيار عقلي معاه يما طير عشي على العصافر زين ومسرار بطوير انتي والفخر لو كان بالدراع يطيحوا العمار لو كان بالدراهم نخسر عليه هو جديد يطيحوا في النار والعسيس يضحى بايا لو كان بالدراع يطيحوا العمار لو كان بالدراهم نخسر عليهم هو جديد يطيحوا في النار واللي عزيز يضحى باير انا طويري فقع على الطيار عقلي معاه يما طير عشي على العصافر زين ومسرار بالطوير انتي والفخور انا طويري فقع على الطيار عقلي معاه يما طير عشي على العصافر زين ومسرار بالطويري انتي هون فخور.
Vraiment, merci beaucoup pour ce moment exceptionnel que nous avons partagé ensemble. Amina, c'est toujours un plaisir. Moi, je salue Madame Bahja Rahal qui donne rendez-vous à Sans Public, 30 ans de carrière. Donc, à Sans Public, le 21. Le 1er février. Le 1er février à la salle Ibn Zaydoun, 30 ans de Nouba, 30 ans de carrière. Donc, j'espère qu'on sera tous au rendez-vous. Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah, Amina, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. Ya'tikum saha d'avoir été parmi nous ce matin. Très rapidement, parce qu'on arrive à la fin. Ma couturière, j'ai fini, c'est ma couturière. Maintenant, c'est ma coiffeuse, c'est Shafiqa. Lida, c'est le salon d'or. Voilà. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été parmi nous. Voilà, nous arrivons. Effectivement. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous retrouverez donc mon ami Radia Boulmahali demain à partir de 8h pour ma part. Ce sera le week-end prochain, Inch'Allah. Je vous souhaite